Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Jean Martin, Marc Hérault, Édith Loria, Sabine Ravel, Suzanne Michel, Rosine Favet, Bernard Murat, Bernard Calais. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les Bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes. Parmi les herbes grêles, sa grasse et sa carotte, jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait sur la côte algérienne entre Francis Garnier et Ténès est accusée à tort d'avoir mis le feu à une meule de paille dans une ferme et d'avoir volé des bracelets. Les enfants, Lol Michaud et l'enroué, réussissent à échapper momentanément aux poursuites du garde champêtre et retrouvent leur roulotte et leur cheval kilomètre au bout d'un promontoire qui domine la mer. Là, ils font la connaissance d'une bande d'adolescents à longs cheveux qu'ils avaient pris de loin pour des sirènes. Ces enfants les emmènent dans leur domaine, la maison des algues, une ancienne écurie à éléphants de l'époque de Carthage, qu'ils sont seuls à connaître. Cette écurie se trouve sous une petite île reliée à la côte par un souterrain qui passe sous la mer. Nos amis sont à l'abri dans cette demeure sous-marine, mais voici qu'en revenant d'une pêche nocturne, ils découvrent leur ours mangeant une murène qu'ils n'ont pas pêchée. Après quelques recherches sans résultat, nos amis éteignent lampes et torches et se couchent. Et tandis que tout le monde dort profondément dans les stalles où furent les éléphants, voici qu'un bruit résonne dans le silence de la grande salle voûtée. Des gouttes d'eau qui tombent. Lol Michaud rêve sur son lit de fougère qui lui rappelle la forêt. Il pleut. Cela fera tomber la poussière et la terre va sentir bon autour de la roulotte. L'enroué, sortons. L'enroué. Oh, qu'y a-t-il, Lol Michaud? Tu sais bien que ce n'est pas l'enroué qui est près de toi. Hein? Qui est-ce? Où sommes-nous? Mais c'est moi, Nedji. Nous sommes dans la maison des algues. Tu devais rêver, tu as parlé de pluie. Écoute, Nedji. On dirait le bruit des gouttes d'eau qui tombent. Je ne rêvais pas tant que ça. On a du mal fermer le robinet de la source. Allons, rendors-toi. Continue ton rêve, mais tout bas. Hein. Bonne nuit, Nedji. Bonne nuit. Tu sais, Nedji, on était heureux sur les routes. On s'arrêtait quand on voulait. Tu verras, quand nous aurons retrouvé papa, Carolin et maman bohémienne, on vous emmènera. Oui, tais-toi. Laisse-moi dormir. Nous reparlerons de ça demain matin. Hein.
le temps de se retourner sur les fougères, et l'Olmichaud et Nedji se sont rendormis. Pendant ce temps, le bruit de gouttes d'eau continue à résonner. Ce ne peut être le robinet. Le bruit ne vient pas de l'abreuvoir. Mais alors, il s'agit peut-être d'une fissure du rocher. La mer va envahir la maison des algues pendant que tous les enfants dorment. Ils sont si fatigués par leur pêche qu'ils n'entendent pas le bruit de l'eau qui maintenant tombe en jet sur le sol. D'où vient ce bruit? Enfin, voici Shaum qui se réveille. La mer envahit la salle. Plus vite, allumez les torches, les lampes. Oh, ce qu'il dit, hein. L'eau coule dans la salle. Il ne fallut pas longtemps pour transformer les dormeurs en formes actives qui se mirent à tâtonner dans l'obscurité pendant que le bruit d'eau devenait de plus en plus fort. Mais voilà, j'ai des allumettes. Il y a les torches. Moi, je suis tout près de toi, Shaum. Tiens, prends ma main. Voilà. Ne bougez pas inutilement, une seconde. Nous allons avoir de la lumière, j'ai une torche et des allumettes. Mais d'où vient le bruit? Par là! Ah! Je vois l'eau qui gicle. Elle vient de la paroi. Là-haut! Au-dessus de l'abreuvoir, regardez! On pourra jamais boucher ce trou. La force du jet est trop grande. On va tous nous retrouver à la digue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais vous voyez bien que c'est seulement une pierre qui s'est détachée de la paroi. Vite, un tabouret. Vite. Je crois que l'enroué a raison, Shaum. Jamais tu ne réussiras à remettre cette pierre. Il faudrait être au moins 3, rien que pour la soulever. Oui. Je peux la regarder réfléchir. J'ai bien peur que ça ne serve à rien. L'eau continuait à couler en trombe par l'ouverture et s'étalait sur le sol. Déjà, l'eau avait envahi les lits de fougères qui se trouvaient légèrement en contrebas et s'accumulaient dans les stalles à éléphants comme autant de petits lacs où kilomètres piétinaient. Les yeux du cheval paraissaient rouges au reflet des torches. Quant à Zonzon, il s'était tapi dans un coin et tremblait. Aux fenêtres, tantôt éclairées, tantôt laissées dans l'ombre, des poissons étaient venus voir cette scène incompréhensible pour eux. Personne ne s'occupait d'eux. Franz et Wolf avaient apporté un tabouret, puis l'avaient placé près de la fissure. 3 filles tenaient des torches à bout de bras pour éclairer Shaum, qui essayait de trouver le moyen de lutter contre la pression d'eau. Il faudrait introduire dans le trou un gros bouchon de paille entouré de toile. Mélangez la paille et les fougères. Moi, je vais chercher la toile. Prends ma chemise, ça sera plus vite fait. Et après, tu n'auras plus rien sur le dos. De toute façon, nous n'aurons plus rien si la caverne est envahie par la mer. Allons vite. Dépêchez-vous. Voilà. On arrive. Dépêchez-vous. L'enroué prit la chemise bourrée de paille et de fougères et la passa à Shaum, qui se trouvait toujours juché sur l'escabeau. Puis tous les deux, éclaboussés par l'eau qui jaillissait toujours avec la même force, s'efforcèrent d'obturer l'orifice de la muraille. Enfonce le bord du bouchon et appuie. Et l'eau me l'arrache des mains dès que je m'approche. On dirait qu'elle a des griffes. Donne que j'essaie. Et tiens-moi bien. Vas-y. Tous les yeux bleus des orphelins et les 2 yeux noirs de l'Olmichaud avaient pris la même couleur gris trouble qu'ont les nuages avant la tempête. Ils regardaient l'enroué et Shaum ou Wolf essayaient à tour de rôle de sauver la maison des algues, leur seul refuge que la mer voulait reprendre. La mer qu'ils avaient considérée comme leur amie et qui, pendant leur sommeil, avait paru changer d'avis et voulait les noyer. Mais le jeune bohémien et la grande fille aux yeux bleus étaient bien décidés à ne pas se laisser faire. Ils étaient complètement mouillés tous les deux et l'eau rejaillissait sur leurs bras comme 1000 flèches d'argent qui auraient cherché à les transpercer. Mais ils luttaient, le bouchon de paille à la main, recommençant à tour de rôle leurs efforts chaque fois inutiles. La masse d'eau continuait à couler comme un corps de serpent. Enfin, un assez gros morceau de bois venu de l'extérieur vint se coincer dans l'orifice et sépara ainsi le courant en 2 parties. L'eau a moins de force. Donne-moi le bouchon, Shaum. Il faut nous dépêcher de profiter de cette chance. Voilà, je te tiens, tu peux te pencher. Attends.
Voilà. Le trou est bouché. Je commençais à voir le monter partout. J'allais me préparer à sauver nos provisions. Et moi, j'étais prête à atteler kilomètres à la roulotte pour nous en aller. Eh bien, je crois que vous me devez une chemise neuve, les amis. Moi, je ne comprends pas comment l'eau a pu venir de ce côté-là, celui qui n'a pas de fenêtre. Je croyais qu'il y avait au moins 10 mètres de rocher avant la mer. Moi aussi, ça me donnait même une impression de sécurité. Quand je me trouvais dans ma chambre à coucher, la tête contre la muraille et les fenêtres aux poissons devant moi. Mais passez-nous la pierre au lieu de parler. La maison des algues n'est pas encore sauvée. C'est de la pierre. Attends. Le bouchon de fougère venait de céder, et le courant avait entraîné le morceau de planche qui avait permis de le placer. Il n'y avait plus grand espoir de pouvoir empêcher la mer d'envahir la rotonde creusée dans l'île où les bohémiens des algues avaient si bien trouvé le calme devant les paysages sous-marins. Je vais replacer le morceau de bois. Quelqu'un l'a-t-il trouvé? Oui, moi je l'ai. Mais il est cassé en deux. C'était une vieille planche qui a dû rester longtemps dans la mer. Donnez-en une autre. J'ai vu du bois dans un coin. Alors que ceux qui ne font rien préparent tout ce qu'il faudra sortir par le souterrain. Oui, il a raison. Mettez tout ce que vous pourrez dans la roulotte. Lol Michaud, montre-leur ce qu'il faut faire. Oui, l'enroué. Venez, vous autres. J'ai une lanterne. Malgré leurs efforts, l'enroué et Schaum n'arrivaient pas à replacer le bouchon. Le courant jaillissant déjouait toutes les ruses. On a envie de le couper avec une hache, ce jet d'eau. Lui casser le dos. Inutile de te mettre en colère, l'enroué. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il ne nous reste plus qu'à abandonner la maison des algues. Qu'elle retourne à la mer. Lui casser les reins à la mer. Allons, bohémien, tu sais bien que c'est impossible. Il faut abandonner l'île. Dans quelques heures, la mer aura tout envahi. Peut-être même avant si une autre fissure se produit. Je me demande vraiment comment cet énorme roc a pu se fendre ainsi, subitement. C'était du granit, pas comme les autres pierres de la côte qui s'effritent toutes seules. C'est peut-être notre roulotte qui a trop secoué le rocher. Cette pauvre île avait perdu l'habitude de porter tant de monde. Rien que les petites pattes des mouettes et vos pieds nus. Depuis le départ des éléphants, c'est... 30 kilomètres ne doit pas être bien lourd. Quant à la roulotte, on a l'impression qu'elle n'appuie pas sur le sol. Ses roues peintes en jaune paraissent légères comme des bambous. Viens avec la torche, Lol Michaud, pour l'enlever tel kilomètre. Oui. Vite, voyons. Passez-moi les tonneaux de poissons salés, nous en aurons besoin. Mais je n'arrive pas à les soulever. Dis à quelqu'un de t'aider. Moi, je suis en train de ranger les thons fumés dans les caisses de la roulotte. Fenêtre sur les jardins d'algues, vous allez vous ouvrir aux poissons. Peut-être chercheront-ils longtemps ce qu'ils voyaient derrière les vitres. Allons, il va falloir se mettre à la recherche d'un autre terrier pour se cacher. Allez, vous pouvez monter dans la roulotte maintenant. Je boucle la sangle des brancards et on part. Allez. Allez, partons. Les orphelins aux cheveux blonds gravirent silencieusement les marches du véhicule. Leurs pieds nus laissaient des empreintes humides sur l'escalier en bois. Il ne restait plus que Schaum à monter lorsque l'enroué fit claquer son fouet. Attends encore un tout petit instant. Je ne vois pas la marche. Pourquoi? Je pleure. En regardant la maison des algues s'emplir d'eau, la courageuse fille avait senti ses yeux se troubler, et de longs sanglots secouaient ses haillons. Les autres enfants allaient eux aussi se laisser gagner par les larmes, lorsque Schaum rejeta ses cheveux en arrière et dit entre ses lèvres encore pâles: Nous pouvons partir, l'enroué. En route, kilomètre. Allons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Mais il boit? Bah oui, il boit. Bon, enfin, il va se faire du mal avec cette eau salée. Allons, kilomètre, avance. Allons. Le cheval se contenta de secouer sa crinière, inclina de nouveau son encolure sur le sol et se remit à boire. Alors, Schaum, qui s'était assis sur la dernière marche, les jambes pendantes, trempa sa main dans l'eau et goûta. C'est de l'eau douce. De l'eau douce? L'eau douce. Oui. Il y eut une rumeur d'intérêt, presque d'espoir. L'enroué replaça le manche du fouet dans sa gaine et se frotta le front. Puis il tendit l'oreille. Il lui semblait que le bruit de la chute d'eau devenait moins fort. Chut, taisez-vous un instant.
On n'entendit plus que le grondement de l'envahisseuse, mais un grondement plus faible en effet, presque un ronronnement. Les fugitifs continuaient à se taire. Ils écoutaient. Le bruit de l'eau devenait de plus en plus aigu. Puis, ce fut comme le son d'une flûte. Puis, comme les gouttes d'une harpe. L'eau ne coule plus. Et le silence s'étala de nouveau dans la nuit. Les enfants s'étaient arrêtés devant l'ouverture, remplie seulement d'obscurité, d'où ne coulaient plus que quelques gouttes d'eau. Chaume en recueillit quelques-unes dans sa main et les but. Ah, c'est bien de l'eau douce. Donc la fente n'est pas en communication avec la mer. Ah ouf, tant mieux. Mais alors, d'où vient cette eau? Zozo! Qu'est-ce qu'il y a? L'ours vient de se servir de mon dos comme tremplin et il a disparu dans le trou. Fais-moi la courte échelle. Je vais suivre Zonzo. Attention, fais attention, tu mets ton pied. Attention, doucement. Allumez une lampe et donnez-la-moi. On ne voit rien dans ce terrier. Tiens, voilà la lampe, Nedji. Merci l'ours. Non, je vais aller plus loin. Oh, mais je m'écorche les genoux dans ce tunnel. Je suis à quatre pattes. Oh, une caverne. Une caverne? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des anguilles. Il y en a partout. Un tas de défense d'éléphants. Oh, venez, c'est magnifique. Attends. Attention, c'est les trois. Hein. J'arrive pas à me glisser. Attends, tiens, je t'aide. Allez, avance pas ta main. Donne ta main, passe. Viens, je t'aide. Voilà. Oh! Ce ne sont pas des anguilles, mais des murènes. Gare au mollet, elles mordent. Il ne fallut pas longtemps aux bohémiens des algues pour se faufiler dans le terrier de Zonzon. Et l'un après l'autre, chacun déboucha à quatre pattes dans une salle extraordinaire qu'éclairait la lampe de Nedji. Le sol était encore recouvert d'eau. Ces murènes me font peur. Quelle pile de défense. Il y en a jusqu'au plafond. Le marchand de Carthage devait mettre là les défenses des éléphants qui mouraient. On dirait de très grands navets. Bon, les défenses ont un peu jauni dans le temps, mais de là à les comparer à des navets, là, le bichon. Et le nid de murène. Avez-vous vu le nid de murène? Où est-il? Lève la tête. Mais où? Mais non, pas là, de ce côté, voyons. Oh, ne prends pas un ton de guide parce que tu es arrivé ici une minute avant nous. Où sont tes animaux? Là, contre le mur, dans cette cuve de granit. Les bohémiens des algues se précipitèrent vers la cuve, si haute qu'il avait fallu tailler un escalier dans le roc des parois pour permettre d'en atteindre le sommet. De là, on voyait le fond sombre comme celui d'un puits, grouillant de murènes, lisse comme une porcelaine ocellée. Toutes ces murènes. L'une d'elles a dû se faufiler dans une fente de rocher et passer sa tête dans la maison des algues. Et Zonzon l'a vue et l'a attrapée. Et j'ai vu la trace de ses griffes autour du trou. Et c'est lui qui a fait tomber la pierre. Elle devait pas bien tenir. Oh, oui, mais cette eau douce, d'où venait-elle? De la source qui alimente la maison des algues, regardez. Une rigole avait été creusée à mi-hauteur de la paroi de la salle aux défenses d'ivoire. Là courait un filet d'eau claire sorti de l'autre côté du roc. Cette rudimentaire canalisation était celle qui alimentait le robinet de l'ancienne écurie, devenue la demeure des orphelins. Une partie de l'eau coulait aussi dans le puits de la cuve. Elle en repartait par un orifice, d'où la pente du sol l'amenait au trou d'évacuation situé au milieu de la salle. Je ne vois pas ce qui a bouché le trou. Une des murènes a dû vouloir y passer et elle s'est coincée comme un bouchon. Sûrement. Mais d'où peuvent-elles venir, ces murènes? De la mer? Par le trou d'évacuation? Elles ont dû être contentes quand la salle s'est emplie d'eau comme un grand aquarium. Et découvrant une fissure dans la muraille, l'une d'elles s'est glissée jusqu'à nous. Et Zonzon l'a vue, l'a croquée. Oui, en décellant la pierre. Si bien qu'il n'a plus fallu que la pression de l'eau s'infiltrant pour la déceler davantage puis la faire tomber. Ah, c'est Tours, quelle sale bête. Au fond, l'inondation de notre caverne aurait pu se produire de toute façon, un jour ou l'autre. Peut-être aussi jamais si nous n'y avons pas eu de ton ours. Nedji, tu m'agaces. Ton ours te mordra, tiens. Tais-toi, Nedji. Il vaut mieux être renseigné.
Maintenant, nous savons comment nous pourrons arrêter l'arrivée de l'eau. Pendant que certains discutaient ainsi des causes et des effets, d'autres se contentaient d'aller d'un coin à l'autre en évitant les murènes. La couche d'eau sur le sol de la caverne ne risquait pas de mouiller leurs souliers puisqu'ils n'en avaient pas. Ils essayaient de soulever les défenses d'éléphants et s'étonnaient de leur poids. D'autres suivaient du doigt le contour de grappes de raisin sculptées sur la cuve. La cuve devait contenir du vin, pour les palefreniers de l'écurie. Du vin de Carthage. Oh, il aurait été vieux s'il y en avait encore. Dites, je viens de calculer que la cuve pouvait en contenir 10 000 litres. Oh, c'est cette nuit, nous avions été inondés de vin. Oui, mais nous aurions quand même été noyés. Ah, mais cette pensée de cuve à vin me redonne confiance dans la maison des algues. Avoir 10 000 litres de vin dans sa cave. Ça, c'est merveilleux. Les bohémiens des algues regardaient pensivement la grande cuve taillée dans le roc qui ne s'emplissait plus que d'eau de mer. Ils essayaient d'imaginer ce que pouvait être l'écurie quand elle retentissait des barrissements des éléphants, des appels des âmes de Carthage, et puis les repas pris devant les fenêtres aquarium en buvant du vin de la citerne. 10 000 litres de vin. C'est là que des pas résonnèrent dans cette sorte de réserve à ivoire et à vin où se trouvaient les enfants. Puis, une voix inconnue retentit, une voix qui parlait très loin et qui pourtant était là, toute proche. 2 litres de vin. C'est toi qui as parlé, l'enroué? Non, là, Michaud. Il y a quelqu'un qui a parlé. Une voix d'homme. Oui, oui. Je ne vois personne pourtant. La salle n'est pas très grande. Ma lampe éclaire tous les coins. À moins que l'homme ne soit caché dans la cuve. Chut, écoutez, ce n'est pas par là que viennent les bruits. Ah oui. 2 litres de vin que j'ai volé à un jeune garçon. Je lui ai fait peur. Hop! Et je lui ai pris son panier. Il avait un béret rouge comme le petit chaperon rouge et il a dû avoir aussi peur que lui en voyant le loup. Tu te fais trop remarquer, Grumeau. On ne vole pas 2 litres de vin. Allons, bleu, je me fais moins remarquer en volant 2 litres de vin que toi en... bégayant. Des voleurs. Mais où sont-ils? Ils peuvent pas être tous dans la citerne, voyons. Il y a peut-être une troisième salle, un peu plus loin. Non, la voix vient de là. Un tuyau de plomb. Mais c'est plein de trous, cette caverne. devait servir de téléphone autrefois. Les voleurs ne se doutent pas que nous sommes là. Ne parlons pas trop fort. Ils pourraient nous entendre. Mais où peuvent-ils être? Ils se sont remis à parler. Va faire chaud, joujou. Aujourd'hui. Oui, nous pourrons en profiter pour déjeuner sous les pins. Moi, j'en ai assez de vivre dans ce trou où l'on se cogne la tête quand on se met sur la pointe des pieds. Oui, mais c'est commode pour se cacher. Et l'entrée entourée de buissons. Et les pins ici ont des branches qui ressemblent à des serpents. Qui piquent, hein? Ils sont sur la sur la côte. Chut, ne riez pas. Ça n'a pas empêché ces 2 bohémiens de nous tomber dessus en pleine sieste. Oh, papa. C'est papa et maman. Les voleurs les ont fait prisonniers. Oh. Je crois que c'est eux qui ont mis le feu à la meule. On les a accusés de tout ce que nous avions fait. Et on continuera à les accuser de tout ce que nous ferons. Heureusement, nous sommes quand même obligés de les garder avec nous. Et moi, je n'ai absolument pas le tempérament d'un gardien de prison. T'as plutôt une tête de l'autre côté des barreaux. Tes moustaches sortiraient de la cage comme celle des lala... Comme des lala... Comme celle des lala, comme celle des lala. Tu ferais mieux de m'aider à préparer le déjeuner, tiens, au lieu de me comparer à un lapin. Il faudra aussi donner un bout de pain, et puis de l'eau aux prisonniers. Et puis voir ce que nous en ferons. Ça ne peut pas durer éternellement. Du pain et de l'eau, c'est tout. Vite, il faut aller les délivrer. Mais calmez-vous. Où voulez-vous aller? Nous ne savons pas où se trouve la cachette des bandits. Elles s'en vont. Nous avons eu de la chance de nous taire pendant qu'ils arrivaient. Sans ça, c'était eux qui nous surprenaient. Raccrochez le téléphone maintenant. Je veux dire, mettons un bouchon de liège à ce tuyau de plomb. Puis nous essaierons de le suivre pour arriver à délivrer les prisonniers. L'orifice du tuyau téléphone fut soigneusement obturé de façon qu'aucun son venant de la salle ne puisse parvenir aux oreilles des bandits. Puis, les bohémiens des algues
regagnèrent la grande salle. Nous pourrons agrandir l'ouverture. C'était un couloir qu'ils ont muré sans doute, avant de partir pour un voyage. Dont ils ne sont parvenus, les pauvres Carthaginois. Oh, zut, toutes les stalles sont inondées. Il va falloir enlever l'eau. Oh, pas tout de suite, je suis trop fatiguée. Toute la nuit debout. Oh, regarde, le jour se lève. Oh, les fenêtres reprennent des couleurs, comme les joues de Nedji. Et il faut prendre des seaux. Il n'y a pas un coin sec pour se reposer et manger un peu. Oh non, après. Bah, asseyons-nous sur la table alors. Veux-tu du pain, Norway? Non, j'ai pas faim. Il faut partir à la recherche des bandits. Oh, mais nous ne pouvons pas nous mettre à courir n'importe où. Oh, écoute, l'enroué, nous allons manger. D'abord, déblayer la maison des algues de toute cette eau, et puis... Et puis nous dormirons. Oui, peut-être un peu si nous sommes trop fatigués. Et après... À nous les bandits, l'enroué. Vers midi, la maison des algues avait repris son aspect attrayant. Mais tous les bohémiens, anciens et nouveaux, dormaient. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Negroni, Jean Martin, Marc Ayrault, Édith Loria, Sabine Ravel, Suzanne Michel, Rosine Favet, Bernard Murat, Bernard Calais. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Josette Morin. Assistant de production, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.